Chers amis, bonjour, merci d'être avec nous. Voici donc une nouvelle émission sur ABC avec une invitée que j'avais très envie d'accueillir de par ses écrits. Vous la connaissez d'abord au travers de son art, de ses chansons, bien sûr, de son répertoire et de sa poésie contemporaine, mais vous la connaissez peut-être moins au travers de ce qu'elle appelle, elle, son histoire, de sa descente aux enfers à l'annonce du cancer du sein dont elle était victime et des conséquences qu'on peut largement et aisément comprendre, conséquences physiques, psychologiques et autres. Mais vous allez découvrir peut-être une autre facette de cet artiste qui va s'installer sur les canapés d'ABC, et notamment au travers d'un journal intime qu'elle a écrit et qu'elle nous invite à découvrir parce qu'elle se dévoile complètement. Un journal intime qu'elle décrit comme son seul rempart à l'assaut des pourquoi. Et là aussi, les pourquoi ont dû être extrêmement nombreux quand la maladie vous frappe et aussi subitement et durement. Bref, c'est un récit fort, c'est un récit honnête, plein de sensibilité, d'hyper même sensibilité, vous allez comprendre pourquoi. Et elle nous conduit dans les méandres de la traversée de ce qu'elle appelle la nuit noire de l'âme, tout en étant extrêmement positive et souriante. Quel bonheur de recevoir Rose sur le plateau d'ABC. À tout de suite. Voilà, nous y sommes. Merci encore de votre fidélité. Merci de partager cette émission, de la commenter aussi si elle vous parle, si elle vous sensibilise. Et si vous avez aimé, tout simplement, avec le principe des petits likes, les petits j'aime, enfin tout ce qui va bien. Et nous, on aime recevoir Rose. Bonjour Rose. Bonjour. Je suis très content de vous Aussi, accueillir. moi aussi, on est bien reçus ici. C'est vrai ? Ouais. Alors, je voulais faire ce qu'on appelle dans le jargon un petit happening, c'est-à-dire surprendre Rose en lui disant « J'ai une petite surprise pour vous », avec notamment des friandises qu'elle aime particulièrement, que sont ces bonbons acidulés. Bon, voilà, ça n'a pas marché parce que... Non, ça a marché parce que, regarde, il faut les enlever tout de suite. Je les ai donnés avant même de commencer parce qu'elle voulait piocher dans les autres bonbons qui n'ont non, pas rien les à crémas, voir. aucun rapport. Non, aucun rapport, il faut que ça pique un peu. Bon. Merci d'être là. Bravo, évidemment, d'avoir osé écrire, d'avoir osé se livrer comme ça. La première question qu'on doit vous poser 75 000 fois par jour quand on vous croise, et sans doute depuis la sortie du livre, comment ça va ? Ah, ça va bien. Ouais. Ça va mieux que jamais. Alors bon, à suivre. Hein. Pourvu que ça dure. Voilà, exactement. Mais j'ai l'impression qu'on est sur une pente ascendante. Bon, super. Pour filer la métaphore. Exactement. Les Montagnes Roses, un journal poignant d'une femme qui lève le voile sur les tabous du cancer et de l'hormonothérapie. On va parler évidemment de tout cela. C'est aux éditions Erol. Je remercie cet ouvrage. C'est un journal intime ? Tout à fait. Qui a été écrit en combien de temps ? En un an, mais disons qu'il y a quelques mois où je n'ai pas écrit. Bizarrement, les mois où j'allais le mieux. Ouais. Je pense que j'en ai pas eu besoin puisque je me suis rendu compte que je commençais à aller mieux autour de décembre alors que je l'ai commencé en fin avril. Ah, ouais. Et puis j'ai pas trop écrit janvier, février, mars parce que j'étais en train de remonter, que je commençais à être occupée. Et finalement, je me suis dit mais il faut que je reprenne ce journal. Et puis j'avais envie de dire que des choses positives après. Donc c'est chouette parce qu'on a vraiment la traversée du désert et finalement la lumière. Il y a de tout, hein. Il y a de l'humour, ouais. Il y a évidemment les zones d'ombre, on va en parler dans un instant. Est-ce que, déjà au commencement de l'écriture de ce journal intime, par définition, un journal intime reste intime ? Oui, par définition, mais finalement, beaucoup de journaux intimes ont été publiés parce que c'est grâce à cette publication que j'ai mon livre de chevet des pensées de Marc Aurèle, par exemple, les pensées de Pascal, ou voilà, là il y a beaucoup de, puis même Anne Frank. En fait, ça peut être tout aussi bien thérapeutique qu'un rôle de témoignage, en fait. Et puis, non seulement pour soi-même, pour se souvenir de ce qu'on a traversé. Donc, on aura toujours ça, on aura toujours cette mémoire-là qui est posée sur un support. On appelait ça des hypomnématas à l'époque, justement, de Marc Aurèle. Et en fait, c'est aussi un témoignage pour d'autres qui vont peut-être pouvoir puiser ce qui leur est nécessaire. C'est vrai que moi, quand j'ai lu ça, très attentivement, j'ai eu des phases de sourire, j'ai eu des phases où je me suis dit « Waouh, la descente, c'est compliqué ». Et je me suis posé cette question. Avant ce fichu mois d'avril 2021, qui était Rose ? Dans quel état d'esprit ? Est-ce que tu étais quelqu'un de positif, quelqu'un d'heureuse ? Est-ce que tu étais heureuse ?
C'était pas une super phase pour moi après le Covid quand même, parce que j'avais malheureusement dû annuler ma tournée de Kérosène. Et c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de concert. Donc ça m'avait un peu plombée quand même. J'avais déjà appris beaucoup de choses sur moi en 2017-2018 parce que j'avais vraiment entamé des thérapies avec des psychologues, des psychiatres, des addictologues. J'avais fait un énorme travail sur moi pour me sevrer tout simplement et pour devenir clean. Donc j'avais déjà bien bossé, mais en fait, ce coup sur la nuque, là, pour les artistes, il a été quand même un peu difficile et puis j'avais plus d'inspiration. Alors d'aucuns diront que j'ai besoin de vivre des choses compliquées pour écrire. Pour écrire, c'est souvent, les artistes disent souvent ça. Hein. Honnêtement, j'adore être heureuse, mais jusque-là, j'écrivais pas heureuse. Très rarement, très rarement. Tout a changé pour moi aujourd'hui. Mais quand je dis tout, c'est normal parce que c'est mes yeux qui ont changé totalement. Je ne vois plus les choses de la même façon. On peut appeler parfois ça un éveil. Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de choses qui sont rentrées en compte. C'est le cancer, c'est la souffrance, c'est une tentative, entre guillemets, de suicide quand même. Et puis ma rentrée dans le rétablissement de dépendance avec des groupes de soutien qui, eux, ont un programme spirituel qu'on appelle les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. En fait, j'ai découvert pour moi qu'il y avait une puissance supérieure qui me voulait du bien et je m'en suis remise un petit peu à elle. Et finalement, tout est venu plus simple. Alors, je ne dis pas que j'ai raison du tout, mais en tout cas, tout est devenu beaucoup plus simple, c'est-à-dire que tout faisait sens, ou alors, je me disais que ça ferait sens plus tard. Je ne prends plus les choses au pied de la lettre, c'est-à-dire les choses, elles arrivent, je ne suis pas en train de me dire, alors là, je prends une prune, oh, c'est une mauvaise journée. Enfin, je ne sais pas, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Les épreuves, elles arrivent, et puis tout simplement les contrariétés de la vie aussi. Hein. Et je me dis, tu peux en faire quelque chose. Alors, je ne dis pas que je peux avoir un contrôle sur ce qui arrive, parce que la vie, elle fait exactement ce qu'elle veut. On parle quand même de battement d'aile d'un papillon. Donc, si demain, il y a un battement d'aile de papillon au bout du monde, on va avoir un tsunami ici. Si demain, il fait 50 degrés en Afrique, et ben, on aura des émigrés climatiques. Voilà, tout ça, des immigrés climatiques. Mais en fait, une fois que les choses sont là, comment est-ce que moi, je prends les choses qui arrivent? Parce que la vie, on ne peut pas agir dessus, c'est trop puissant. En fait, il y a trop de cause à effet. Mais cet éveil spirituel, il était là, sous-jacent, avant, ou tu le découvres après ce mois d'avril? Ouais, il était peut-être sous-jacent parce que quand on décide d'arrêter de consommer de la drogue et de l'alcool, en fait, déjà quand on décide de consommer de l'alcool et de la drogue, on a une forme de spiritualité en nous. Moi, je cherchais quelque chose de plus grand, je cherchais quelque chose d'extatique. Je voulais comprendre, j'avais l'impression que je comprenais des choses. Alors, je mangeais un morceau de space cake et j'avais l'impression que j'allais dans mes vies. Ouais, et j'ai eu des expériences comme ça. Je rêve de faire des expériences chamaniques et tout ça. Donc, tout ça me parle depuis longtemps. Mais sauf que là, on n'était plus du tout dans une expérience chamanique. On tombe dans la défonce. En fait, une fois qu'on réalise qu'on n'est plus du tout dans la spiritualité, il est trop tard. Et en fait, il n'y a rien de moins spirituel que la consommation d'alcool et de drogue. Tout connement, j'ai envie de dire. Dans ce livre, quand tu te livres comme ça, moi je me suis vraiment posé la question, je pense à ton fils. Il lit. Tu parles de ce journal ou de l'autre? Parce qu'en fait, il a déjà bien pris cher avec l'autre. Avec le premier. En fait, évidemment. Maintenant, avec Google, hein, et comme il est grand et qu'on a Google Home, tu vois, dis Google, qu'est-ce que tu peux me dire sur Rose? Rose est cocaïnomane. Non, mais c'est un peu ça. Donc, ses copains lui ont dit, ouais, t'as vu, ta mère, elle a déjà pris de la cocaïne. Moi, très vite, j'ai été obligée de lui dire, bah, tu sais, plutôt que de lui dire, oui, pardon, j'ai été... Alors, pas du tout, j'ai dit, tu peux être fière de moi, parce que j'étais dépendante, c'est une maladie. Et j'ai vaincu cette maladie, on la vainc pas, c'est-à-dire, c'est pas comme si on s'en débarrasse. On a une seule façon de la vaincre, c'est d'être abstinent. Donc oui, on est alcoolique abstinent, oui, on est fumeur abstinent. Moi, je suis persuadée de ça. C'est-à-dire, on reprend un verre, on reprend une clope, c'est terminé. Il y a des gens qui peuvent boire un verre en soirée, fumer une clope de temps en temps, tant mieux pour eux, vraiment bravo. C'est pas du tout mon cas, ni le cas de millions d'autres gens qui souffrent de cette maladie, qui est une maladie pure et dure. C'est une maladie chronique. Aujourd'hui, on le sait, dire à un addict de faire preuve de volonté, c'est dire à un malade d'Alzheimer de faire preuve de mémoire. C'est la même. Donc, mon fils, il a compris ça. Pour ce qui est de ce journal, j'ai préféré lui dire la vérité, c'est-à-dire que ma vie n'était pas en danger. Et ça, c'était tout de suite vrai. Parce qu'on m'a dit mon cancer était... on m'a dit que mon cancer. J'aime pas dire mon cancer, je n'aime pas m'approprier ce genre de choses, parce que sinon, ça devient ton cancer. Donc, ce cancer-là était
n'évoluait pas rapidement. Et donc, on m'a jamais parlé de pronostic vital engagé, tu vois. Donc, finalement, je lui ai dit, c'est cool, j'ai une maladie vraiment grave parce que ça s'appelle un cancer, donc c'est connu pour faire peur. Mais t'inquiète pas, on n'a pas peur pour moi du tout. D'ailleurs, tu dis par contre... Pardon, tu dis dans le livre qu'il n'y croit pas au départ, parce que tu lui dis, maman, voilà, elle va peut-être faire de la chimio, perdre ses cheveux. Ce que j'ai préféré lui dire, c'est tout de suite, ça va être dur, je vais être beaucoup absente parce que beaucoup de rendez-vous médicaux, et je vais peut-être être chauve, voilà. Parce que je savais que c'était lui, ce qu'un enfant va voir en premier, il va pas voir l'intérieur, il va pas penser à la mort forcément, si on lui a pas dit, il va tout de suite juste voir ta maman, elle est chauve, pour lui c'est grave, c'est comme des enfants avec une leucémie, on voit tout de suite, ça nous prend aux tripes tout de suite cette vision. Alors, tu dis quand même, parce que ce titre du livre, c'est Les montagnes russes. Alors, Rose, montagnes russes. Tu vois, c'est parce que j'expliquais. Mais c'est parce que c'est vrai. C'est ça aussi, hein, c'est ce up and down assez permanent, ces montagnes russes. Tu dis quand même, quand tu es dans ce down, tu dis, je parle de ma vie, si petite, si ridicule, tellement la même qu'un million d'autres, mais moi, je la vois spéciale, pire, plus ardue, ou simplement je la trouve trop difficile pour moi. Mon âme n'est pas à la hauteur. C'est fou, hein? Il faut être down à ce moment-là quand on dit ça. Ouais, mais c'est très bien parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas l'âme qui n'est pas à la hauteur, c'est l'ego, c'est le corps. Je m'étais trompée. C'est-à-dire que mon âme, c'est la même, elle est toujours à la hauteur, puisqu'elle est là, elle existe. Moi, j'y crois à l'âme. L'âme, pour moi, c'est la partie divine qu'on a en nous, mais c'est aussi l'inconscient, c'est l'intuition. Mon âme, elle m'a toujours amené là où il fallait, en fait. Mais sauf que quand l'ego, il dit tu te sens pas bien là, tu as envie d'un verre, ou le corps qui dit ah ouais, tu me fais souffrir, ah bah regarde, moi aussi, je peux te faire souffrir, tu vois. Et bah finalement, je me suis rendu compte que à ce moment-là, c'était vrai. Et donc, on est dans une telle souffrance quand on pense que notre âme n'est pas à la hauteur. T'imagines, ça veut dire qu'on est venu sur Terre et qu'on n'a pas les épaules pour vivre cette vie. Et en fait, aujourd'hui, j'ai compris que l'âme, elle avait tout le temps les épaules. Et qu'en fait, il suffisait d'accorder le corps, le cœur, l'esprit, donc en fait de s'aligner, tout simplement. Donc il faut faire des choses qui nous passionnent, les faire avec le cœur, savoir qu'elles font plaisir aux autres aussi, qu'elles nous font plaisir à nous, voilà, être dans la joie spinozienne. C'est un travail d'une vie. Hein. C'est un travail d'une vie, mais ça m'a pris 1 an. Donc c'est ça qui est fou, c'est-à-dire on dit, d'ailleurs c'est peut-être Spinoza, non c'est Deepak Chopra qui dit, on passe des millions de jours à se demander qui on est, et il suffit d'un seul pour savoir, pour ne plus se poser la question. Parce que quand on a ces addictions, quand on tombe dans ces substances illicites que tu as citées tout à l'heure, et notamment aussi l'alcool, la coke et compagnie, c'est qu'il y a bien un problème sous-jacent, enfin un problème qui remonte sans doute à très loin. Est-ce que tu as fait ce travail pour savoir d'où ça venait? Complètement, mais je me focalise plus sur le comment que sur le pourquoi, moi. Donc en fait, on essaye de savoir un peu d'où ça vient, on trouve des pistes, et en fait, à partir du moment où ça fait sens, on peut avancer. Ça fait sens, en fait. Finalement, je ne suis pas folle. C'est parce qu'il y a eu ça, ou alors tout simplement parce que aussi, mon cerveau va beaucoup trop vite, clairement. Ma sensibilité aussi, je reçois énormément d'informations en même temps, en moi, tout le temps. J'ai la chair de poule en 2 secondes, j'ai les larmes en 2 secondes, je me mets en colère, en fait, toutes les émotions me traversent et tout ça. Je pense que j'ai voulu m'anesthésier, ça c'est sûr, mais encore, que je te disais, c'était vraiment un truc spirituel. J'avais besoin de plus grand. Pour moi, ce que je vivais ne me convenait pas, et comme je ne croyais pas en Dieu, c'était trop petit pour moi. En fait, mon âme était étriquée dans ça, dans ce corps et dans ce paraître de ce métier-là qui me donnait toujours l'impression que j'étais pas assez bien, qu'il y avait des gens meilleurs, que j'étais trop grosse, que j'étais trop vieille. Et en fait, tout ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui parle. Et en fait, j'ai trouvé, finalement, les addicts, on est plus spirituels que les spirituels, mais on n'a pas les bons outils. Donc en fait, j'ai changé d'outil. C'est tout, mais je suis la même. On en parle de ça dans les thérapies collectives, là, dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que cette dimension spirituelle, là, c'est une obligation. En fait, il y a 12 étapes, c'est les 12 steps, qui sont hyper connus aux États-Unis. Elton John, il en est le grand ambassadeur, mais pas que. Il y a Brad Pitt, il y a Bradley Cooper. Enfin, c'est une folie. Les AA, là-bas, c'est une fierté. Quand tu ne commandes pas d'alcool à table, tu dis non, je suis AA. Les gens disent oh, ouais, bravo. Ici, tu dis je vais aux alcooliques anonymes. On dit oh. C'est ça. Voilà. Donc, ça peut être moins bien vu, mais c'est la même méthode. C'est les 12 steps de Bill et Bob, ces 2 mecs qui ont commencé en étant alcooliques tous les deux, en soignant, en aidant un autre pote alcoolique. L'autre pote n'a pas réussi à guérir, mais eux, oui. Donc, ils se sont rendus compte que quand tu aidais quelqu'un, toi, tu t'en sortais. Ils ont commencé comme ça. Il y a eu 3 mecs, 5, une salle, 2 salles. Il y a des millions de gens qui se rétablissent là, pendant que je te parle, tous les jours, parce qu'il y a des millions de réunions chaque jour dans le monde. Et en fait, la première étape, c'est la capitulation. Et moi, je l'ai fait, ça, en 2017.
C'est ça mon livre Kérosène. J'avais compris que je ne pouvais pas consommer. Donc c'est la capitulation de dire je ne peux pas boire, je ne peux pas prendre de coke, je ne maîtrise plus ma vie, je ne me maîtrise pas à partir du premier verre ou de la première ligne. Je l'avais fait, mais je n'avais pas compris qu'il y avait 11 étapes derrière. En fait, derrière, il suffit de croire qu'il y a une puissance supérieure, quelque chose de plus grand, et souvent en soi, parce que les athées se rétablissent aussi, de croire qu'en fait, nous, on peut être au-dessus de l'ego. La voix qui dit « t'es pas bien, prends un verre », il y a la voix au-dessus de celui-là qui te dit « attends, si toi tu dis prends un verre, ça veut dire qu'il y a un problème, réfléchis, c'est quelle émotion que tu traverses ». Au début, ça paraît compliqué, mais ce mécanisme automatique, ce pilote automatique, nous, on l'a déjà dans les mauvais penchants de notre vie. On va faire des choses inconsciemment, on croit qu'on fait des choix. Et en fait, si tu fais d'autres mécanismes à la place, tu les remplaces, en n'ayant rien de temps. Moi, aujourd'hui, je vois un verre, je sais très bien, je vais dire, si je prends ce verre, ça finit là, moi, je préfère demain aller travailler, me lever à 5 heures et faire mon yoga, tu vois. Ça va vachement vite. Et ça commence comme ça. Mais tu as toujours une addiction aux bonbons acidulés. Honnêtement, j'ai plus d'addiction parce que je m'écoute, je me respecte. Et donc, tout ce qui va me faire beaucoup de mal, je ne vais pas à fond. Ouais. En revanche, je suis plus sucrée que salée. Alors, je peux te dire que je préfère passer mon tour sur un repas et bouffer un paquet de Haribo sans souci. Avril 2021. Le mois, la date 27, 26 27 avril 2021. Cette date, je pense qu'elle est marquée au fer rouge chez toi, évidemment. Oui, parce que vraiment, c'est un texto qui arrive comme ça et qui dit « Bonjour, mademoiselle Meloul ». Alors, on va l'enlever, ça. « Bonjour, Keren. Pouvez-vous me rappeler ?» Comme c'est mon radiologue et qu'il m'a fait ma mammographie, mon échographie, il avait tout fait puisqu'on avait des suspicions. Je comprends que c'est le moment où je vais apprendre que j'ai un cancer du sein. Voilà. Ouais. Ma seule question à ce moment-là, c'est j'espère que c'est pas trop tard. J'espère qu'on n'est pas en stade 18. Moi, je comprenais rien, je ne savais rien. En fait, j'ai appris après qu'on parlait même pas en stade parce que moi, on m'en a jamais parlé comme ça. On m'a dit c'est un cancer peu invasif, très vite. Donc ça, c'était chouette. On vous dit qu'il est hormonodépendant et apparemment, immédiatement, c'est une bonne nouvelle. Bon. Moi, je ne voyais pas grand-chose comme des bonnes nouvelles, mais il n'y avait que des bonnes nouvelles, que des facteurs de bons pronostics. C'est drôle parce que tu dis, tous les 3 ans, il se passe un truc dans ma vie. Ouais, je ne sais pas si c'est pas tous les 4 ou 5 ans même. Voilà. Mais bon, ouais. C'est un petit peu en comme général, je change de mec déjà tous les 5 ans. Là, celui-là, il est en train d'atteindre la 6e année. On est sur des œufs. Bah, c'est ça que il y a beaucoup d'humour dans ce journal intime, malgré cette détresse, malgré effectivement les doutes, malgré la colère aussi, on va y revenir. Il y a des phases de doute, et notamment sur ton mec de l'époque que tu quittes. Hashtag 354 fois ou 300. C'est le mec de l'époque, c'est le mec maintenant. Le mec de, oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des dommages collatéraux monstrueux. Monstrueux, mais dans le couple énorme. Quand on vit ce genre d'aventure, enfin de péripéties. Ah ben, quand on va mal, tout va mal, on ne va pas se mentir. Je veux dire, ça va mal, on n'écrit pas, donc on ne travaille pas, donc on n'a plus d'argent, donc on dépend de l'autre, donc l'autre, il a peur que vous empiétez sur sa liberté, on est sûr qu'il va vous quitter parce qu'on se sent nul. C'est-à-dire que c'est un caillou qu'on jette dans un lac, et puis c'est les ondes qui se propagent jusqu'au bord du lac. C'est sans fin. Quand le mot est lâché, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bon, moi, je le raconte dans le livre quand même, je suis un peu particulière. Moi, j'étais contente d'avoir un cancer, donc c'est quand même un peu fou. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit, bon, ça, c'est une bonne nouvelle parce que on va enfin me plaindre, on va enfin m'écouter, on va enfin me comprendre. Parce que toute ma vie, on a dit, oh, celle-là, elle nous casse les pieds. J'étais casse-pied, voilà, c'est ça le mot. Un peu plus gentil. Plus. Voilà. En revanche, là, c'était cool parce qu'enfin, plus personne pouvait me dire « Oh, c'est bon, là. » Ça va, Là, elle a un cancer. Respect. Une fois qu'on m'a dit « Tu vas pas mourir, mais tu as un cancer », j'ai dit « Putain, j'ai le cancer, je suis la vénarde du cancer. Tu vois, j'ai le cancer pour faire un peu fermer sa gueule à tout le monde. Et en même temps, moi, je vais guérir peinard, tu vois. » Je me suis un peu enflammée toute seule parce que, bon, tout ce que je pensais, en fait, ne s'est pas produit. C'est-à-dire, je pensais que j'allais faire une chimiothérapie. Donc j'étais dans le truc de me dire, je vais quitter mon mec, je vais aller faire ça toute seule dans une autre ville. Comme ça, personne ne va me voir. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais très peur des autres. Oui, c'est ça. Et sur la chimio, d'ailleurs, tu dis, un coup je fais, un coup non, j'y vais pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Ça a été une décision lourde à prendre, mais une fois que je prends une décision, moi, c'est fini, j'y reviens plus. Même si demain, ça récidive, jamais je me dirais, oh là là, j'aurais dû... Non, par exemple, tu vois, je me tape jamais dessus sur les addictions et sur mon passé. Pour moi, ça n'a même pas de lien. Donc tu as quand même cette force, ce positif après l'annonce officielle du cancer du sein. Ouais, enfin c'est un peu comme une petite fille qui est malade et qui est contente de rester au lit et que sa mère va s'occuper d'elle.
c'est pas positif, c'est un peu malsain, tu vois. Il y a un côté, Oui, c'est je suis sûr. contente, on va s'occuper de moi, on va enfin me comprendre. Donc moi, j'ai eu l'impression d'avoir une petite fille en moi depuis cette annonce de cancer, parce qu'en plus, mes parents étaient là à ce moment-là, alors qu'ils n'habitent pas en France. Et donc, ils sont restés 2 mois. Et donc, j'avais ma mère qui est pas là depuis très longtemps, elle est avec moi à mes côtés, donc elle est loin. Et là, j'avais ma mère avec moi tous les jours, qui m'aidait, qui me soutenait. Donc, en fait, j'étais coucounée, tu vois ce que je veux dire? J'étais dorlotée. J'avais vraiment une petite fille en moi qui, d'un coup, était apaisée. Cette petite fille-là, en fait, elle n'a fait que sortir de plus en plus fort. Donc, il y a eu un grand moment de colère parce que moi, j'ai une petite fille en moi très colérique, celle qui dit qu'on ne l'a pas écoutée, qu'on ne me comprend pas. Mais elle est tellement sortie qu'à un moment donné, elle est partie, tu vois. Donc ça, c'est un truc, quand tu dis qu'est-ce qui a changé, comment tu étais juste avant, eh ben, avant ça, j'avais quelqu'un en moi, je ne sais pas si c'est l'enfant intérieur, j'aime pas ce mot parce que j'ai Oui, tout en moi, beaucoup mais disent que j'ai voilà, il tout n'y a sauf pas un enfant d'enfant intérieur, je intérieur. ne le vois pas, tu vois, un petit gamin. Mais je vois quand même cette image de moi petite. Je vois la petite Keren, je vois cette petite fille qui se sent incomprise et je le ressens. Et ben je l'ai sentie plus forte que jamais. Et puis en fait, finalement, elle a été apaisée Ouais. avec cette épreuve. Les soins. Qu'est-ce qu'on te préconise? Qu'est-ce que tu refuses catégoriquement outre la chimio? Et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place très vite? Parce qu'évidemment, il faut quand même prendre le problème à bras-le-corps. Alors moi, j'accepte en général tout. Donc, ce qui arrive, en général, je le prends parce que si ça arrive, c'est que ça arrive. Donc, je ne vais pas déjà négocier sur les événements de la vie. Tu vois, j'ai un cancer, il faut enlever un sein, on enlève un sein, il faut faire une radiothérapie. Ok, on me dit une chimiothérapie, sauf qu'il y a des chirurgiens qui me mettent le doute en me disant, en gros, si c'était moi, je ne la ferais pas. Parce que vos pronostics ne sont pas du tout dans les chiffres. C'est ça. On est sur un minimum syndical de bénéfices. Franchement, quand je vois Les je mets le ravages. pour, ouais, franchement, je pèse le pour et le contre. Pour aller peut-être éviter une récidive à 3%, je me tape 97% d'effets dévastateurs et j'ai rencontré plein de filles depuis Ouais. ce jour-là aussi. Quand je me suis fait opérer du sein, je me suis fait une amie. Je voyais la fatigue, je voyais que c'était très long et je voyais les cheveux, les ongles. Je n'étais pas sûre de pouvoir combattre ça. Donc j'ai décidé d'aller prendre des avis secondaires et c'était pas des charlatans. Hein. J'ai pas décidé de me soigner avec des pierres ou tu vois, Oui, oui. j'adore la lithothérapie, mais quand même. Il y a des limites. Il y a des limites. Ouais. J'ai toujours ma cornaline sur moi, mais je ne soigne pas le cancer avec. Ouais. Et en fait, j'étais soutenue, donc j'ai refusé catégoriquement, mais parce que j'avais un grand oncologue qui me soutenait, qui s'appelle le docteur Toledano. Voilà. Donc à partir de là, je me dis, c'est cool, j'en ai terminé. Moi, j'avais beaucoup de douleurs, énormément de séquelles, ça s'appelle des douleurs séquelaires de l'opération, parce qu'on ne peut plus bouger, on est obligé de dormir comme une momie, comme ça. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, très positif quand même, je me dis c'est génial parce que j'ai toujours voulu dormir comme ça, parce que c'était la femme de BHL, comment elle s'appelle, Ariel Dombal, qui avait dit qu'il ne fallait pas dormir sur le ventre parce qu'on se froissait pendant la nuit. Et elle dormait comme ça. Et comme elle est extrêmement bien conservée, je me dis mais quelle chance, c'est-à-dire que si on dort comme ça, on serait... Et ben je me réveille, j'ai l'impression d'être toute tirée comme ça. Je me suis dit voilà une bonne nouvelle, maintenant je dors sur le dos. Mais tu sais, c'est quand même assez extraordinaire. D'abord, je suis très très content que tu sois là. Et quand je te vois là, rayonnante, pétillante et tout, je me dis, mais c'est pas la même personne qui a écrit ce livre. Mais c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est tous des états à des moments donnés, mais il ne faut pas s'identifier à ces états. Et c'est ce qu'on fait dans la méditation. Tu as dû recevoir des gens qui font ça. Le but de la méditation, c'est d'identifier les émotions et de se désidentifier de ça. C'est-à-dire, on laisse traverser cet état. Moi, je l'ai fait grâce au journal qui est thérapeutique et méditatif aussi. Quelque part, je vivais cet état. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, c'est pas toi. Parce que sinon, je n'aurais pas cette lueur, cette pulsion de vie très forte en moi, parce que j'ai un désir profond, moi, d'aller bien. Parce que sinon, je ne ferais pas 3 tonnes de yoga par jour, je n'essaierais pas de plus manger de viande, j'ai un désir écolo, j'ai vraiment quelque chose, je pense, de très bienveillant vis-à-vis de moi et vis-à-vis du monde et de l'humanité, et en même temps, un truc tellement destructeur, tu vois. Il faut savoir qu'il suffit vraiment de se poser, de fermer les yeux et de se dire, voilà, je suis triste. Mais je ne suis pas tristesse. Je suis malade, mais je ne suis pas la maladie, tu vois. C'est pas mon cancer, encore une fois. C'est hyper important, ça, de ne pas s'identifier à la maladie, sinon on ne fait qu'un avec. Je pense que ça m'a aidé à traverser ça, et finalement, ça a l'air énorme, mais c'est quelques mois, tu vois. Ma souffrance, elle a commencé en septembre, et elle s'est terminée, franchement, en décembre. C'est 3 mois très lourds, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai voulu mourir, mais finalement, je me suis rendu compte que tu vois, tu as Bouddha ici.
C'est ça, ici, c'est simple et net. Il y a une seule loi qu'il faut écouter, c'est l'impermanence des choses. Rien ne dure, mais ni le bon, ni le mauvais. Il y a un réflexe que tout le monde doit avoir, et ne serait-ce que ce soit quelque chose de grave ou un petit bobo, c'est le réflexe d'aller sur Internet pour googliser, si je puis dire, les moindres mots du médecin, la moindre ordonnance, la moindre suggestion thérapeutique. C'est ce que tu as fait d'ailleurs, et c'est très drôle parce qu'à chaque chapitre, en tout cas, il y a un petit coup de Google. Finalement, j'ai été étonnée, tu vois, en le relisant. Parce que je google pas tant que ça les trucs des médecins, en fait. Ouais. Je google des trucs qui n'ont aucun rapport. Oui, je google le cinéma avec mon fils, comment perdre 2 kilos, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que je ne regarde jamais les effets secondaires et je n'ai pas voulu justement m'identifier à d'autres gens parce qu'on est tous différents. Moi, j'ai pas eu du tout les mêmes mots que ce que j'ai lu après, en fait. Aujourd'hui, je me reconnais dans ceux qui parlent des mêmes mots que moi, mais par exemple, moi qui parle de l'hormonothérapie et de ma dépression, ça permet à des femmes de venir m'écrire et me dire « mais merci » parce que, en fait, c'est exactement la même phrase que j'ai mis dans mon livre. On ne peut pas décemment dire à des gens qui vous ont sauvé la vie qu'on a envie de mourir. Et ces femmes, elles ont honte d'aller voir leur oncologue et dire « je veux arrêter l'hormonothérapie ». Je ne peux pas. J'ai encore rencontré une femme là qui l'a arrêtée au bout de 2 mois. Il faut savoir que c'est un traitement qui est ultra efficace. Donc, il faut essayer. Il y a une histoire de patience aussi. Les choses, elles ne tombent pas du ciel. Sur ce traitement de l'hormonothérapie que tu vas faire entre le 26 avril, entre avril 2021 et avril 2022 ? Non, j'ai commencé le traitement en août. En août 2021. Tu dis l'hormonothérapie, c'est devenir vieille d'un coup. Ouais, complètement. Déjà, on se sent vieille parce qu'on a mal partout. Donc, je me réveille. D'abord, pour me lever, je me lève comme ça, et doucement. Donc, je me dis, bon. En plus, c'est une période où on venait de m'opérer, donc je ne peux pas faire de yoga. Donc, on te dit, oui, il faut faire des mouvements. Bah ouais, enfin bon, on ne peut pas. Donc, je me retrouve le matin, au lieu de faire mon yoga, moi, je me mets quand même sur la tête, tu vois. Moi, je me mets en 2 secondes. Ah, c'est ça, oui. Tu veux, je te le fais. C'est pas la petite posture. Non, mais je te le fais. Non, mais si tu veux, je te le fais. Je monte sur la tête, je fais des trucs de malade en yoga et je me retrouve le matin à faire. C'est ça. Comme ma mère. Voilà. Quand je me lève, je vois ma mère. Ah, ouille, aïe, ouille, aïe, ouille. On m'appelait comme ça, aïe, ouille. Donc ça, t'es vieux. T'as plus tes règles, donc bon, t'as plus tes cycles, tu es ménopausée. Tu n'as plus de libido du tout. Et puis, franchement, il y a un problème dans le corps qui s'opère. En fait, comme tu n'as plus de progestérone et d'œstrogène, ton corps est censé se développer masculinement. C'est-à-dire, tu vas prendre du ventre, perdre des fesses. Enfin, tu vois, tu vas perdre un corps de femme. C'est ce qui se passe chez les femmes âgées. Souvent, tu as vu, elles ont un peu les fesses plates. Et là, je vois le truc se faire. Je me dis, non, c'est pas possible. Donc là, franchement, je me donne beaucoup de mal. Je me donne beaucoup de mal parce que je sais que j'ai vu qu'en 2 secondes, tu manges 3 trucs de plus que d'habitude, tu grossis, tu changes de corps. Et tu dois le faire pendant 5 ans ? Voilà. C'est pour ça, au début, bon là, ça fait 1 an, je suis contente parce que franchement, je maintiens beaucoup de choses, je maintiens le cap de beaucoup de choses. Il me reste 4 ans, mais en fait, le corps s'habitue aussi, il ne faut pas oublier ça. Moi, j'étais dans l'idée de me dire, quand j'ai voulu mourir, je me disais, je ne fais pas 5 ans comme ça. J'ai même pas tenu 1 mois, en fait. C'était août et septembre, j'étais à Sainte-Anne. Donc, je me dis, bon, bah ok, stop. Alors, un mot sur Sainte-Anne, puisque tu l'évoques, moi, je voulais le passer, c'était la tentative de suicide. Oui, voilà, moi, je l'ai pas, je me suis pas dit, tiens, je vais me suicider. C'est-à-dire, j'en ai eu ras-le-bol, j'étais là, j'avais mal. C'était l'anniversaire de mon mec, en plus. Je me suis dit, je vais pas être heureuse, je vais pas lui fêter bien, je vais pas... j'ai plus envie de rien, quoi. J'avais même pas envie d'aller lui acheter un cadeau. Moi, j'aime beaucoup faire des cadeaux aux gens. J'avais même pas... Rien ne me faisait plaisir et tout. Puis, je sais pas, on m'avait donné des trucs pour dormir. On donne beaucoup de médicaments. Alors, en France, on donne beaucoup de médicaments. On est numéro 1 au Genre, monde, tu veux arrêter les de boire. antidépresseurs et autres anxiolytiques, évidemment. Voilà. C'est un truc de fou. On est fou. réputé pour ça. Non, et puis surtout, c'est pas ça, c'est qu'ils te demandent même pas, quand tu vas voir un psy, enfin, souvent les psychiatres, ils ne demandent pas des questions basiques, comment tu dors, comment tu manges, est-ce que tu es addict, quelle est ta façon de vivre. Non, c'est genre, tu as un petit coup de mou, tiens, donc tu arrêtes de boire, on te dit, oh, bah, prenez de la kétiapine, bah, très bien. En fait, on nous donne de l'alcool en solide. C'est la même. On devient addict à autre chose, tu vois. Et à Sainte-Anne, qu'est-ce que ça te fait, l'hôpital Sainte-Anne, de voir les autres ? Ouais, c'est violent, hein.
c'est violent parce que là, j'en parle et c'est vrai que tu vois, à quoi ça sert un journal? C'est de se rappeler ce qu'on a vécu. J'avais fait la même chose pour Kérosène. Je voulais absolument écrire tout l'enfer que j'avais vécu parce que sinon, on ne s'en rappelle pas et on y revient. Moi, j'ai tellement peur de retourner à ce qui s'est passé dans Kérosène que je ne consomme plus. Tu vois, je suis là à me dire jamais plus là-bas. Et là, quand je relis ça, je me dis, j'ai tellement peur d'aller aussi mal que je fais tout ce que je peux pour aller bien. Donc c'est un gros boulot, tu vois. Mais Sainte-Anne se réveille à Sainte-Anne, en gros, avec des sangles. Hein, parce que, en fait, quand on arrive là-bas, au bout de quelques jours, en plus d'urgence, d'antidote, moi, je me réveille à Sainte-Anne, je ne sais pas ce que je fous là. Je ne sais même pas qu'il y a eu les pompiers qui sont venus chez moi. Je ne sais même pas que j'ai avalé cette boîte. Je ne sais plus rien. Donc, il se passe quelques jours où on est juste là et on veut tuer tout le monde, mais laissez-moi. Et apparemment, je voulais absolument sauter par la fenêtre, tu vois. Voilà. Donc, quand je relis ça, je pense que mes parents aussi. Eh oui. Pour revenir sur les traitements, on parlait de l'hormonothérapie. Alors, tu dis que c'est assez caché, entre guillemets. On n'en parle pas hein, de cette méthode, l'hormonothérapie, ou très peu. Parce qu'on va privilégier, alors c'est là où tu commences à parler des lobbies, c'est là où tu commences à parler évidemment des forces de... Non, mais je ne suis pas complotiste, hein, comme par hasard. Mais... On ne parle pas de cette méthode, On n'en parle pas parce que, en fait, c'est une trouvaille quand même. C'est quand même extraordinaire de savoir qu'on a un médicament qui va empêcher les récidives. Et souvent, les gens, quand ils récidivent, ils peuvent en mourir. Donc, on en parle. Et encore, personne ne connaît le nom. Quand je dis hormonothérapie, on me dit « Ah, tu as eu un traitement hormonal ». Exactement. Eh bien non, en fait, c'est l'inverse. Au lieu de vous donner des hormones, on stoppe la création d'hormones, la sécrétion d'hormones. Les gens ne connaissent pas ce terme. Je trouve ça fou parce que moi non plus, je ne le connaissais pas avant d'avoir un cancer du sein. Sauf qu'on m'a dit que 80% des cancers du sein sont hormonodépendants et donc sont obligés d'être traités, en tout cas pour les traitements anti-récidives. Bon, je découvre cette existence, j'apprends que toutes les filles que je connais qui ont un cancer du sein en prennent, et puis j'apprends que les 3 quarts ont arrêté, tu vois. Et en fait, les gens ne parlent pas des effets secondaires parce qu'ils ont honte aussi. Quand tu perds ta libido, tu as l'impression que tu n'es plus une femme. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des... Je veux donner de l'espoir, en fait. Je ne veux pas dire « mais ça, tout va bien, c'était rien, en fait ». Pas du tout. C'était ce que j'ai eu à vivre de plus violent. C'est les 6 mois les plus violents de ma vie. Clairement. Mais je suis là, je vais mieux que jamais aujourd'hui. Attention, hein, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. Et j'ai réussi à contrer ces effets secondaires de plein de façons. J'ai plus mal nulle part. Donc déjà, le corps s'habitue. Vraiment. Parce qu'il y a des gens qui perdent le moyen de l'usage de leurs jambes et ils arrivent à grimper des montagnes. Donc, de toutes les façons, il y a un ressort de vie, une pulsion qui ressort. Donc, c'est génial parce qu'on va chercher en soi qu'est-ce qui est le plus vivant en moi. Et donc, moi, finalement, j'aime le yoga, donc je me suis mise à fond. Et je pratique tous les matins. Je me lève à 5h30, mais naturellement, hein. Tu fais le miracle morning, ouais, en fait, ça m'a coupé totalement mes cycles arcadiens, je ne sais pas comment on dit, arcadiens, de sommeil. Ouais. Oui, je dors très peu et très mal. Bon. Et ça, c'est dû aussi parce que je n'ai pas pu dormir pendant des mois. Ouais, ça. Donc, il faut que ça se remette en place. Mais en fait, au lieu de me plaindre et de dire « j'ai pas dormi, j'ai dormi 4 heures, j'ai dormi 3 heures », parce que des fois, je fais des nuits blanches, et ben en fait, je dis bah, c'est génial. Moi, en fait, je lis la nuit. Et puis, j'ai une chance folle, c'est que je suis jamais fatiguée. C'est bien ça. Tu fais un peu de musique? Ouais, je suis quand même. Grave. Bah oui. Ouais. La sonothérapie? Trop bien. En fait, la sonothérapie, cette séance m'a sauvé la vie parce que François-Marie Dru m'a appris quelque chose de puissant. C'était la respiration Wim Hof. Il faut aller voir sur Internet, c'est incroyable. C'est un gars qui est Iceman, on l'appelle. Il a créé une méthode incroyable qui mélange de l'hyperventilation et aussi des bains de glace. Voilà, tu as fait ça? Moi, je veux faire peur à tout le monde. Je me lève à 5 heures, je me douche avec de l'eau glacée. Sérieux? Je bois mon urine. Non, je rigole. C'est pas vrai. Hein. Non, mais je me douche glacée, mais j'adore me baigner dans les lacs. Moi, c'est une passion. J'ai toujours aimé ça. J'aime pas l'eau chaude, j'aime pas la chaleur, j'aime pas ça. Ouais, moi, à Nice, je suis de Nice et je souffrais beaucoup. J'aime pas l'humidité. J'allais dire, t'es pas une fille du Sud. Non, j'aime pas l'humidité, j'aime quand il fait froid et sec. Ouais, j'aime la montagne, tout ça. Donc tu as fait la respiration allotropique. En fait, c'est la respiration allotropique, les douches froides. Et enfin, la douche froide, normalement, il faut faire des bains avec des glaçons. Moi, j'ai pas le temps d'aller faire 12 fois des glaçons pour ma baignoire, tu vois. À la limite, s'il fournit les glaçons Wim Hof, je veux bien, mais là, non. Et en fait, je fais... Et la méditation. Donc, je fais ma respiration Wim Hof, c'est-à-dire c'est 30
séquence de inspire, expire très rapidement, 30. À la fin, tu lâches et tu gardes poumon vide. Et en fait, tu crois que poumon vide, tu ne peux pas garder. En fait, avec cette méthode, j'ai réussi à rester cet été sous l'eau, d'ailleurs, avec des amis qui, eux, font de l'apnée. Je suis restée 2 minutes 30. Donc, je ne savais même pas que je faisais ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, tu fais ça 3 fois d'affilée. C'est ce cycle-là, 3 fois. Et en fait, ça énergise, ça stimule et booste tes défenses immunitaires, ça réveille. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai fait ça, je peux tout faire. Ah non, mais pour moi, c'est un miracle. C'est Miracle Morning. Évidemment, il faut se lever 1 heure plus tôt que ce qu'on se lève, j'en suis sûre. Parce que sinon, tu ne peux pas avoir le temps de faire tout ça. C'est sûr, c'est sûr. On dit que dans le Miracle Morning, justement, il y a différentes phases. Il faut écrire, il faut lire, il y a la méditation. Je connais pas. Ouais, tu vois, je fais ça. Il y a toutes ces étapes-là qui sont... Je fais tout ça. Et donc, c'est dans cet éveil spirituel dont tu parlais tout à l'heure. Tu es vraiment en plein dedans. C'est épuisant. Hein. Ouais. C'est épuisant quand je me réveille à 5h30 et que j'ai déjà envie d'ouvrir un livre ou d'écrire quelque chose ou de faire mon yoga et tout. Moi, quand ma famille se réveille à la maison... en fait, ils me trouvent tout le temps quelque part différente. Parce qu'en plus, j'aime pas avoir une routine, faire toujours la même chose. Donc, des fois, je vais faire mon yoga à 5h, mais des fois, ça va être l'inverse. Ouais. Et donc, ils se réveillent, ils me trouvent sur la tête. Ils se réveillent, je suis avec un bouquin, j'ai lu un livre entier. Parce qu'avec mon podcast que j'ai sorti, c'est incroyable, je dois lire des livres. J'avais arrêté de lire, moi, pendant très longtemps. J'ai repris la lecture en 2017. Je ne lisais plus un livre. En fait, ça me prenait énormément de temps à me droguer. Voilà, la drogue prend énormément de temps parce que non seulement on fait que faire la fête, on ne supporte plus être seul, et puis en fait on est toujours en gueule de bois. Donc qui a envie de prendre un livre en gueule de bois? En tout cas pas moi, tu vois. Donc je me suis retrouvée en fait avec une énergie débordante. Quand on arrête de se faire du mal et qu'on arrête de souffrir, d'un coup c'est tu vois. Et là j'ai revécu ça. En fait, ça fait 2 fois que je revis ça, mais sauf que là il y a eu la spiritualité en plus. Et en fait, je ne fais que les choses qui me font plaisir. Malheureusement, l'argent n'est pas un moteur pour moi. Donc, je dis malheureusement parce que ça peut être compliqué. Oui, c'est sûr. En fait, tu fais partie de la famille des hypersensibles, hyperactives, hyper tout, quoi. Oui, j'ai beaucoup de phases d'hypomania, ouais. En fait, je suis pas bipolaire, mais je fais de l'hypomanie. Donc, c'est en dessous de la manie. Tu vois, quand tu es maniaque, en fait, c'est vraiment une maladie. Il faut prendre des traitements. Tu peux avoir des phases up où c'est très dangereux, où tu vas faire des choses dangereuses pour toi ou pour les autres, tu vois. L'hypomanie, c'est une exaltation que j'essaye, moi, toujours de redescendre par la méditation. Donc, il y a des moments où je suis exaltée, j'appelle ma manager, je sais ce qu'on va faire et tout, j'ai compris, je vais faire un livre et un spectacle et en même temps... Et puis, en fait, je sais très bien moi-même, j'ai le cœur, il est là, je sens mon souffle, je sens le souffle court, en fait. Je sais quand je suis exaltée parce que je respire plus ici, c'est là, ça me prend là. Donc, en fait, je m'allonge, une petite séance de méditation et ça repart. Difficile de vivre avec Rose quand même. Ouais, en fait, c'est pas difficile de vivre avec moi, mais c'est difficile de me suivre. T'en es consciente, c'est déjà bien. Ah ouais, et puis franchement, c'est pour ça que je le garde, le mien, là. J'ai pensé m'en débarrasser, tu vois, mais franchement, j'en ai pas trouvé un qui m'ait supporté plus de 5 ans. Oui. Il y a d'autres, on va dire, dans cet éveil spirituel, et puis évidemment dans tout ce que tu as subi ces derniers mois, ces dernières années. Tu parles du tirage des cartes, tu parles des voyantes, tu parles des médiums, tu parles de tout ça. Je me tire les cartes beaucoup. Tu tires les cartes. Je tire les cartes à mes amis aussi. Tu tires les cartes et avec le petit bouquin ou tu les analyses vraiment? Alors en fait, le petit bouquin, ça y est, je l'ai imprimé, je l'ai dans ma tête, donc je sais à peu près les cartes, ce qu'elles veulent dire en soi. C'est un tarot de Marseille, c'est un oracle? Ouais, c'est un oracle. C'est celui où il y a des têtes de mort, trop beau là, il est magnifique, je ne sais plus comment il s'appelle. Tu sais, toi? Non, elle est partie ailleurs. Je pense, tu vois, elle a du mal à me suivre, elle aussi. Tu sais comment il s'appelle, mon tarot? Le tarot du bien-être. Tu vois, elle est en train de le chercher, en fait. Formidable. Et elle est sur le coup. Tu vois, il faut pour être avec moi, pour être associé à moi, il faut être sur le coup tout le temps. C'est ça. Le tarot du bien-être est magnifique. Donc, je tire les cartes. Donc, je sais à peu près la signification des cartes. En fait, moi, c'est que de l'intuition. Donc, je ne suis pas médium du tout. C'est plus que ça. En fait, le tarot, moi, je trouve que ça me permet de laisser mon intuition parler. Et comme je crois énormément à l'intuition, et je pense que c'est elle qui a raison tout le temps, puisque c'est l'inconscient, tu vois, au lieu d'être pragmatique et rationnel, en fait, d'être trop rationnel, malheureusement, ça te fait perdre tout instinct. Et j'adore les cartes, je vois le carte et je dis, ah ouais, c'est un super tirage là. Mais tu vois, c'est drôle parce que j'aime bien dire que des trucs cool, parce que je ne vais pas aller dire, oh là là, je vois. On va pas plomber l'ambiance. Mais en fait, j'ai vu à plusieurs reprises des cartes très mauvaises pour une amie.
Et elle était, elle me dit, oh, putain, tu peux pas me dire des trucs cool, tu peux pas me dire des trucs cool. Écoute, cette amie, elle a dessiné les pochettes de la cover de ce livre. Elle s'appelle Noélie et elle a eu un Covid sévère qui l'a mise dans le coma. Et en fait, je ne voyais que quelque chose d'horrible tout le temps. Alors que je vois jamais rien d'horrible. Je dis toujours des trucs cool, mais on ne pouvait pas trouver des choses cool. Ah oui. Il n'y avait rien de cool. Et puis elle m'a dit, franchement, tu avais raison. En fait, je te disais, mais allez, retire-les, retire-les. Et en fait, il y avait ça qui l'attendait, et tu vois, elle aussi. C'est une warrior, c'est-à-dire qu'elle voit la vie totalement différemment aujourd'hui. Depuis ça. Ouais. Ouais. On dit souvent qu'il faut parfois toucher un peu le fond véritablement, hein, le fond de la cuve, hein, pour remonter d'un coup et puis prendre conscience de parfois la chance qu'on a d'être en vie. La fameuse gratitude, on en a marre de ce mot, mais tu vois, on peut dire suffisance, on peut dire satisfaction. C'est en sanskrit, c'est samtosha. Et c'est une des lois du yoga, c'est une des 8 branches spirituelles du yoga. Il y a ça, il y a le fait de se contenter de ce qu'on a. C'est pas pour rien que les sages spirituels, les Indiens, les maîtres spirituels de la sagesse indienne, ils n'ont rien. Ils mangent un bol de riz par jour. On mange trop, on consomme trop, on fait tout trop. En fait, on fait tout trop. Et c'est vrai que ce genre de moment te permet de revenir à un truc où genre tu es hyper contente d'être dans ton petit 50 mètres carrés, alors qu'avant, tu pleurais tous les jours à dire ah, c'est trop petit. Ça change tout. Ça change tout. Et donc, c'est pour ça que je considère que je suis chanceuse, tu vois. J'aimerais pas que ça soit pas arrivé, tout ça. J'aimerais vraiment pas. T'aimerais pas que ça soit pas arrivé? Ah ben non. Tout ce qui est arrivé pour moi était pour le mieux. Et en fait, toutes les épreuves, elles sont là pour quelque chose. Déjà, je suis sûre que si on croit en Dieu, attention, hein, moi je suis pas du tout prosélyte. Ouais. Mes parents ont voulu me faire croire en Dieu pendant 40 ans et je les envoyais balader tout le temps. Je leur disais, vous avec votre Dieu de merde, de toute façon ça vous arrange bien parce que vous croyez que. J'ai dit, comment vous pouvez croire en Dieu avec la misère dans le monde? Aujourd'hui, je sais qu'il y a la misère dans le monde et tout, mais je me dis juste qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, nous. Donc, je préfère dire qu'il y a quelque chose de plus grand. On ne comprend pas le sens des choses. Mais la preuve, c'est qu'on le comprend souvent plus tard. Donc, ça veut dire qu'il y a un sens. Parce que moi, 4 ans après Kérosène, je sais pourquoi ça s'est passé. Et puis, je sais que dans 3 ans, je saurai aussi pourquoi ce cancer est venu, même si j'ai même une petite idée aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce que ça a changé dans ton art, dans la façon d'écrire les chansons, de les interpréter? Est-ce que tu sens qu'il y a une mouvance musicale différente, une création différente? Tu as envie de faire d'autres choses? Ce qui a changé, c'est que j'ai plus envie de faire que de la musique, ça c'est sûr. Ouais. Alors plus du tout. Tu veux faire quoi? Je veux écrire. On va parler du podcast dans un instant. Ouais, mais... ça a changé ma vie parce que j'ai commencé à faire ce podcast à un moment où ça allait tout de suite. Tiens, voilà. Contradiction. Le titre est ouf. Tu sais, je suis très 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 fière et j'adore d'avoir écouté mon intuition encore une fois parce que cette agence Double Monde qui a signé ce podcast et on coproduit, c'est mon intuition qui m'a dicté d'aller répondre à une demande d'enregistrement d'un podcast qui s'appelle 40 et qui est donc un podcast de Double Monde. Et j'étais vraiment dans le bas, tu vois, mais vraiment. Donc moi, je faisais rien et je me dis, c'est pas ce truc-là qui va m'apporter quoi que ce soit. J'écrivais plus, chantais plus. Covid, cancer, tu vois, tout était là, quoi. Et j'étais même pas en train de remonter. Et puis, je sais pas la façon dont la personne écrivait le mail, et puis surtout la personne qui a parlé de moi à cette personne. Enfin, c'est fou, c'est une maman de l'école dont je suis fan, Christelle, parce qu'elle est toujours là, quand elle jalonne mon chemin de plein de signes et de synchronicités incroyables. Et elle a parlé de moi à une amie, voilà, j'y vais. Et en fait, ça se passe tellement bien qu'elle me dit ah, mais toi, t'es faite pour les podcasts et tout. Je dis ah, c'est marrant parce que j'avais une idée de podcast et je lui en parle. Elle me dit ah, bah, envoie-moi ton pitch. Sauf que moi, pendant le Covid, j'avais préparé un truc comme ça. Donc, je lui envoie. C'était contradiction. Elle m'a signé tout de suite. Et tout de suite, on a dit, on y va. Et moi, j'étais au fond du trou. Donc, j'ai dit, on y va. Comment? C'est-à-dire, oui, bonjour, je suis Rose. J'aimerais vous inviter parce que je sais que vous êtes un grand addictologue. Ça a commencé comme ça. Ouais. Aujourd'hui, ouais, salut Frédéric Becbédé, j'aimerais vraiment te recevoir, machin, il te dit oui, et puis c'est parti, quoi. Et en fait, j'ai fait 20 épisodes comme ça. 20 épisodes en 6 mois, tu vois. Tu as reçu qui alors, Frédéric Becbédé? J'ai reçu Dr Carilla, déjà, qui est un grand spécialiste des addictions. C'est le premier épisode qui sort le 25 septembre, qui est sorti. Qui sort le 25 septembre. Parce que là, on est en direct. Non. Ah.
Mais on enregistre, mais ça va être diffusé très rapidement. D'accord, d'un coup, j'ai eu un doute. Et, non, mais en direct, je voulais dire sur web. Et, non, alors, Docteur Karina, on a reçu Romain Dian pour cette addiction à l'entrepreneuriat. Donc, c'est incroyable parce que c'est autre chose, tu vois. Qu'on a reçu ici aussi. Ouais, ben, j'ai vu son livre. Moi, j'ai adoré Romain. Il est extraordinaire. Quel parcours incroyable. C'est mon podcast phare. À chaque fois que quelqu'un me dit, tu me fais écouter vos podcasts et tout, je lui envoie celui-là. Parce qu'il a une façon de parler, une voix incroyable. Oui. Et puis, quelle transition de vie. Quelle transition. Et puis aujourd'hui, avec sa femme merveilleuse, son enfant, Lisbonne. Il vit au Portugal et tout. Non, donc voilà, Frédéric Becbédé, que j'enregistre le 3. Ouais. J'ai eu plein de gens que je connaissais, des alcooliques anonymes et tout ça, des gens incroyables. Il y a Flora Nicole, qu'il faut absolument que tu reçoives, qui était victime du violeur des parkings. Et elle est devenue addict en 2 heures. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais rien pris de sa vie. Elle a dû prendre des Xanax ou des trucs comme ça. À partir de là, elle a commencé à se shooter au médoc. Enfin, je ne veux pas citer des gens parce qu'il y en a tellement. Mais en tout cas, ils acceptent de parler, ils acceptent de se confier, de se révéler. Ouais, c'est incroyable. Vraiment, hein. Incroyable. Ils savent aussi que c'est toi. Non, mais franchement, il n'y a personne qui m'a dit non. Tu vois, par exemple, j'ai demandé à Jérémy Ferrari, c'est vraiment une volonté. J'en rêve. Parle d'alcoolisme. Ouais, et puis surtout, lui, il a aussi compris des choses, et donc je trouve qu'il va plus loin encore que l'arrêt de l'alcool, parce que lui aussi, on a diagnostiqué des maladies mentales, en fait. Il a plein de trucs, il ne comprenait pas. Et en fait, il raconte que c'est le plus beau jour de sa vie, le jour où on lui a diagnostiqué. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il a ces pensées morbides, il se voit se jeter par la fenêtre, il voit des catastrophes arriver. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là, d'avoir des prémonitions ? Non, des visualisations de choses horribles. Des visions Ouais, mais c'est une maladie. Ah, okay. Et donc voilà, je l'ai contacté, je suis en attente encore parce qu'il m'a dit oui, mais qu'il n'avait pas le temps. Donc j'attends, mais tu vois, ils disent pas oui, ils ne sont pas là tout de suite. Mais le boulot que c'est de contacter les gens, c'est pas le même mail que j'envoie à chacun, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même demande. Évidemment. Complètement. J'ai envoyé des mails à Aurel San et à Eddie de Pretto, tu vois, il y a plein de gens qui ne peuvent pas le faire. Je dis pas que tout le monde me dit oui, mais j'ai des super réponses positives et les gens qui viennent, le podcast dure 1 heure, il est hyper intéressant. Donc ça commence le 25 septembre. Hein. Oui. Voilà, et en fait, il y a une capsule. Donc toutes les 2 semaines, il y a un épisode avec un invité. Et une fois sur 2, il y a une capsule qui s'appelle Sois sobre et tais-toi, mais T'-ES, qui va axer plus justement sur le côté sobre et le côté lumineux. Il y a des gens qui ont envie de parler et qui n'ont jamais été addicts. Et c'est ça qui m'importe aussi. Et le titre, c'est toi qui l'as trouvé ? Ah bah bien sûr. Fabuleux. Bah oui. Parce que c'est nos contradictions qui font nos addictions. Hein. Exactement. On parle souvent, et beaucoup d'ailleurs, de développement personnel, parce que tout est lié entre la spiritualité et le développement personnel. Tu dis, malgré ce que disent les bouquins de développement personnel, la loi de l'attraction n'est pas une valeur sûre. Et là, je me suis dit, il faut que je l'interroge là-dessus, parce que c'est très intéressant. C'était avant. Oui, c'était avant. Ouais. Écoute, là, aujourd'hui, je dirais que, je ne vais pas dire une valeur sûre du tout, mais... Franchement, elle est bluffante. Ouais, non, c'est bluffant. Je ne sais pas comment c'est possible que ça fonctionne. Je ne comprends toujours pas cette histoire. Alors, on m'a expliqué les résonances. Évidemment, les désirs profonds font résonance avec la réalité. Les pensées créatrices. J'écoute Deepak Chopra en boucle parce que aujourd'hui, c'est mon gourou. Hein. C'est vrai ? Ouais, je ne sais pas si j'ai raison. Tu fais le vision board et toutes ces choses-là ? Je fais tout. En fait, c'est grâce à ça aussi que j'ai décidé d'écrire un spectacle, d'écrire une série. En fait, je me suis rendu compte que je m'étais limitée dans mes pensées, mais les fameuses pensées limitantes, quoi. Ça, je sais pas faire, ça, j'ai besoin de quelqu'un pour ça. Ah non, c'est pas pour moi, oh, il y a trop de boulot. Et en fait, je pensais que j'étais fainéante. Mais fainéante, mais vraiment. On m'a toujours dit, elle est fainéante. Même ma mère, elle me disait que j'étais fainéante. À l'école, on me disait que j'étais fainéante. Aujourd'hui, je bosse 15 heures par jour et je suis en pleine forme et je pourrais travailler plus. En fait, il faut juste que ça me passionne. Et en fait, comme ça me passionne, ça rentre en résonance avec l'univers. En fait, à chaque fois que je désire quelque chose profondément, ça arrive. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est une valeur sûre, mais là, c'était drôle. C'est vrai qu'on me disait la loi de l'attraction et tout, mais comme je n'étais pas du tout alignée et que j'avais aucun désir, en fait. Donc, comment tu veux penser que ça va arriver, vu que tu ne le désires même pas profondément? Je disais, bah oui, alors par exemple, je désire de l'argent. Ah bah super. Moi, quand j'établis la liste de mes désirs, l'argent ne rentre pas en compte une seconde. C'est plus de vouloir apporter quelque chose aux gens qui m'importe. Donc, je désire profondément aider, par exemple. J'espère pouvoir aider. Au travers de tes témoignages, de ton livre, du podcast, du spectacle. Tu es remontée sur scène, tu en parles hein, avec Julie Zenati.
Ouais, bah, c'est la seule fois, je crois. Ouais, et c'était en juin 2021 à La Cigale, et ça t'étais pas, on avait l'impression que tu n'étais pas à ta place. Je crois que j'avais plus du tout envie de chanter. Et là encore? Là, j'ai très envie. Là, ça me monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Je sais pas, en fait, les chansons, elles arrivent. Elles vont avoir une résonance inévitablement avec ce que tu... Je me suis remise à fumer comme une conne. J'ai lu ça aussi. Et en fait, je retrouve ma voix. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, j'avais arrêté de fumer. C'est horrible ce que je vais dire, mais j'aimais plus ma voix. Elle était limpide, elle était très claire. Ah oui. Et moi, les gens ont aimé ce côté éraillé, voilà. Ouais, bien sûr. Et alors là, j'avoue que je ne chantais plus parce que je trouvais alors j'avais plus de souffle, tout était mieux, hein, en vrai. Ma peau était plus belle, tout était mieux. Mais je ne reconnaissais pas ma voix. C'est comme enceinte. Julie Zenati, d'ailleurs, le dit très bien. Enceinte, elle n'arrivait pas à chanter parce que c'était pas sa voix. Enceinte, moi aussi, je trouvais que j'avais une voix bizarre. Et là, je me remets à chanter. Et j'ai repris la cigarette depuis pas longtemps. Hein. Et d'un coup, j'ai dit, putain, c'est ma voix. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque où je voulais arrêter de fumer, mon père, il m'avait dit, mais non, c'est ça qui fait ta voix. Un père, hein. Mon père préfère ma voix à ma santé. Ah, mon père, il aime Rose plus que Keren, attention. Hein. En tout cas, on sent bien qu'il y a un avant, il y a un après. C'est sûr que quand on vit une expérience comme celle-ci, c'est terrible. Je ne suis même pas sûre que ce soit c'est pas le cancer. Moi, je dis aujourd'hui, j'ai l'imprestion de m'être plus battue contre une dépression. Attention. Hein. Oui, mais c'est un mélange. Voilà. C'est un tout. Parce que le cancer, je ne veux pas dire les gens qui vivent ça, il ne faut pas qu'ils se tapent dessus en disant et pourquoi moi, ça ne me fait pas vivre des trucs super. Je pense que c'était plus le moment pour moi d'avoir cet éveil spirituel qui est hyper important et qui a changé ma vie. Voilà, c'est le fait juste d'avoir la foi en quelque chose de grand et en moi. Et tu vois, tu me disais pourquoi tu n'avais plus envie de chanter. Maintenant, oui, c'est juste que en fait, je m'aimais pas. Et j'avais pas confiance en moi et je trouvais que c'était pas intéressant. J'avais plus d'attrait pour ma propre personne. Mais tu dis que tu es suivie quand même. Hein. Il y a un suivi psychologique. Oh là là, oui, elle est bien suivie. Qui est important. Hein. Elle est bien suivie, Rose. Ouais. Là, tu les vois pas, mais il y a une armada de médecins. Oui, bien sûr. Non, mais il faut pas avoir honte de ça. Hein, si on a besoin d'antidépresseurs, de psychiatres, de psychologues, de yoga. De yoga, mais faites du yoga. Le nombre de personnes qui sont installées sur ce canapé en disant « le yoga m'a sauvé la vie ». Je peux pas, je sais que les gens en ont marre et qu'on a envie de me cogner. Moi aussi, j'ai eu envie de frapper des gens qui me disaient « fais du yoga ». On m'a dit toute ma vie « fais du yoga ». J'étais tellement colérique, tellement colérique. Et on me disait « mais toi, il faut que tu fasses du yoga ». Je disais « mais tu me vois, moi, rester immobile ?» En fait, je peux rester des heures immobile et je crois que c'est la position dans laquelle je suis le plus heureuse. C'est en lotus, en fermant les yeux et juste d'être plutôt que faire et avoir. Moi, je suis impatient de voir le prochain concert de Rose. Spectacle, parce qu'il y aura sans doute une résonance à tout ce que tu... Ouais, parce qu'il va y avoir autre chose que de la chanson. Ouais. Non, je veux dire, j'aimerais qu'on puisse aussi s'imprégner des choses et pourquoi pas repartir en tout cas en ayant... une vision différente ou avoir appris quelque chose ou avoir compris quelque chose, qu'on ait ri parce que comme dans ce livre, il y a un recul, j'ai un recul vraiment sur les choses, je me rends bien compte qu'il y a des moments où il ne faut pas dire aux gens, je dirais peut-être sur ce spectacle, advertising, attention, si vous n'êtes pas prêt à l'éveil spirituel, ne venez pas, mais c'est-à-dire vraiment, parce qu'il y a un moment, moi, tu m'aurais parlé comme je parle aujourd'hui, je ne t'aurais pas écouté. Non mais c'est sûr. Je t'aurais pas écouté. C'est sûr. Donc il faut attendre, en fait, chacun à son chemin et ce moment de libération, parce que je l'appelle comme ça, il vient si on le laisse venir et il ne faut pas être ni pressé, ni tu vois, impatient de dire ouais, moi je fais ci, je médite et machin, il ne se passe rien. Fais. Et la répétition. La répétition, la routine. Ouais, absolument. Tu es heureuse? Tu es amoureuse? Je suis heureuse, amoureuse. Et surtout, je ne suis plus peureuse. Peureuse. Je suis trop peureuse. Je suis trop heureuse pour être peureuse. Ah, c'est magnifique. Note ça. Parce que j'ai toujours des gens derrière moi qui notent. Oui, ça, faut noter. Ça va faire partie d'un prochain couplet ou éventuellement d'un titre. Je suis trop heureuse pour être peureuse. C'est magnifique. Je vais prendre un bonbon pour la peine. Vas-y. Les Montagnes Roses aux éditions Erol. Voilà le journal intime de Rose au travers de, évidemment, une des étapes de sa vie. Voilà. Et puis cette reconstruction et le fait de repartir sur de nouveaux horizons avec une autre philosophie de vie. On l'a bien entendu, avec un bel éveil spirituel et ça fait du bien. J'étais ravi
de t'accueillir. C'est moi. J'espère que tu nous tiens au courant. On pourra partager aussi l'ensemble de ce prochain spectacle que tu vas Oui, il est en faire. train Hein, d'être on en écrit. Moi, parlera. Oui, moi, oui, je bien dis sûr, tout de bien suite sûr. les choses, il faut Oui. savoir. Hein. Ça me Bien sûr. motive. Moi, j'écris une page d'un livre, je dis, je suis en train d'écrire un livre. Oui, d'accord. Ah non, attention, mais il vient après. Hein. Oui, 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 c'est sûr. Mais je parle toujours trop vite, c'est comme Loi ça. d'attraction. Hein, Mais voilà. en vrai, en fait, je me vois déjà sur ce spectacle. Et Ouais, quand c'est ça. j'ai dit que j'étais enceinte à tout le monde au bout de 3 jours, mais il faut pas le dire à tout. Je dis non, le fait de le dire, Ouais. ça veut dire qu'il va jamais partir de là. En fait, j'ai l'impression que les gens ont peur de dire les choses bien. En fait, si tu le dis, c'est ancré, quoi. Ouais. Est-ce que ton fils suit cet éveil spirituel? Ouais, il se Est-ce moque, qu'il il se moque. il se moque? Ouais. Ah ouais. Bah, il se moque parce que son père se moque. Ah ouais. C'est pour ça qu'on est séparés. Hein. Ouais. Et puis il est ado. Il est ado, mais par Ah oui. contre, il commence à trouver que c'est vraiment cool d'être chez moi. Voilà, lisez, inspirez-vous, suivez toute l'actualité de Rose évidemment sur ses réseaux sociaux, le podcast qui est absolument génial, qui démarre le 25, qui s'appelle Contradiction par Rose, sur toutes les plateformes, et puis on aura l'occasion de revenir bien sûr sur son actualité si elle le souhaite. Oui. Il y a un morceau aussi. Oui. Alors je ne l'ai pas là. Non, mais c'est pas grave, mais en tout cas, Voilà. tu pourras en parler. Exactement. Les montagnes roses en musique. Exactement, j'ai vu le clip. Merci infiniment, C'est Rose. moi qui te remercie. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Commentez comme toujours, partagez comme toujours. Et puis revenez nous voir très prochainement pour d'autres émissions sur ABC. À bientôt. Salut.